Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Marie-Claire Carpio-Bianco et merci pour l'invitation. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Alors Elisabeth, votre fonction de ministre de l'égalité hommes-femmes, inclusion, égalité des chances sous le gouvernement Castex vous a mis en lumière, mais vous aviez d'ores et déjà quand même un parcours très riche derrière vous, de femmes d'entreprise internationales, de leaders engagés, et puis aujourd'hui, vous avez de nombreuses fonctions. Alors je vais juste citer, vous êtes aujourd'hui président du conseil de Ring Capital, un fonds d'investissement. Vous avez lancé Ring Africa, fonds d'investissement également. On a parlé à l'instant avec Ayumi Moreaoki de Femmes Ad Numérique, que vous présidez aussi. Et puis récemment, donc, vous avez fondé, comme si ça ne suffisait pas, vous avez fondé La Puissance du Lien. Finalement, c'est ce qui rassemble un petit peu tout ça. Bref, vous avez vraiment un spectre très large et je me réjouis de pouvoir vous entendre sur la position des femmes un petit peu partout. Sachant que quand on a préparé notre émission, vous m'avez dit que vous reveniez d'un événement international où vous aviez rencontré 3000 femmes en colère. Alors, est-ce que ces femmes étaient en colère à cause des mesures récentes et absolument insupportables de suppression des programmes d'INI du gouvernement américain? Écoutez, je pense qu'elles étaient en colère parce que, encore une fois, elles constataient que les États-Unis, en ce qui concerne les droits des femmes, sont capables du meilleur comme du pire. Il y a un énorme paradoxe dans ce pays. C'est un pays qui a vu des femmes extraordinaires émerger. Je pense à Gloria Steinem notamment, Angela Davis et toutes ces femmes. Et c'est un pays qui est capable d'envoyer les femmes dans l'espace, mais qui n'est pas capable de leur garantir leurs droits les plus fondamentaux sur Terre. C'est un pays qui n'est absolument pas un modèle quand il y a ce retour en arrière en 2022 sur le droit à disposer de son corps, le droit à l'IVG. On ne s'attendait certes pas à ce qu'un pays comme les États-Unis fasse quelque chose comme ça. Quand vous regardez le nombre de femmes dans les conseils d'administration, ils ne sont pas un modèle non plus. Bien sûr. C'est un pays dans lequel les discriminations sont encore très fortes sur les femmes latinos, les femmes noires, etc., etc. Donc moi je dis souvent, pour qu'il y ait un backlash, encore faudrait-il qu'il y ait eu de très grands progrès. Et on ne peut pas dire que les États-Unis soient un modèle en la matière. Donc, elles étaient en colère, je pense, parce que on s'attend à ce que l'une des plus vieilles démocraties du monde comprenne que l'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas un effet de mode, ça devrait être une boussole. Et je pense que c'est pour ça qu'elles étaient en colère. Et alors, est-ce que vous pensez néanmoins que ces volontés vont être suivies? Est-ce que dans le monde des entreprises tel que nous le connaissons, donc dans les différents pays, est-ce que vous pensez que ça va être suivi des faits ou est-ce qu'il va y avoir une saine résistance qui va faire que les programmes de diversité vont se poursuivre, que les choix de nomination vont continuer? Écoutez, moi j'ai été particulièrement surprise de voir des entreprises comme Accenture qui depuis plus de 20 ans nous vend à prix d'or des études qui nous disent combien la diversité, la parité, la mixité sont importantes pour la performance, la résilience, l'innovation des entreprises, à être les premières à annoncer ce retour. Alors, ces entreprises nous expliquent qu'elles n'ont pas le choix, que c'est la loi. Mais je crois que, justement, ces questions de diversité, d'équité, d'inclusion, ce sont des questions qui s'incarnent. Et c'est justement dans les moments difficiles qu'il faut montrer nos convictions les plus profondes. Et je pense qu'en termes d'image, en termes de réputation, en termes de crédibilité, ces entreprises-là en prennent un coup. Maintenant, celles qui se retirent sont probablement celles qui ne se sont pas engagées de manière sincère. Et ce que je vois, c'est beaucoup d'entreprises, et je salue toutes ces entreprises françaises. On a fait beaucoup d'actions avec L'Oréal, avec Sodexo. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui disent, mais en fait, on est juste pragmatique. On ne peut pas se passer de 50% des talents. Bien sûr. On a besoin, il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont en tension. Ça paraît évident. Et je leur réponds, bravo. Parce que de la même manière que vous ne triez pas vos clients, vous devriez être intelligent et ne pas trier vos collaborateurs et vos collaboratrices. Et quand on voit l'État fédéral envoyer des lettres aux entreprises européennes pour leur dire avec qui elles peuvent travailler ou pas, on peut se poser la question sur l'époque à laquelle nous vivons. Oui, c'est assez dramatique, effectivement. Alors justement, comme vous avez quand même une vision au travers de différents mondes économiques, politiques, associatifs, etc., finalement, au-delà de ce phénomène récent, mais
vous trouvez que comment vous jugez l'évolution de la position des femmes? Alors, moi, je parle uniquement des femmes dans le monde essentiellement économique, politique, enfin, dans les sphères de pouvoir, hein. Je ne suis pas sur le thème des violences qui malheureusement existent aussi. Comment vous jugez cette évolution? Et puis après, en quelques mots, vous nous direz comment on peut surtout accélérer, puisqu'il va falloir quand même accélérer. Je vais juste dire un mot sur les violences. C'est extrêmement violent pour une femme de lire qu'un gouvernement demande aux entreprises de ne plus travailler avec les femmes, les personnes issues des minorités et des personnes en situation de handicap. Psychologiquement, c'est extrêmement violent. C'est une violence aussi, bien sûr. On ne peut pas le négliger, y compris dans le monde de l'entreprise, parce qu'elle n'est pas, imperméable à ce qui se passe dans le monde. Moi, je veux quand même insister sur le fait que malgré ce qu'on voit aux États-Unis, les choses avancent. Et on n'arrête pas le progrès. Et les femmes et les nouvelles générations en particulier sont trop mobilisées pour qu'on recule sur ces sujets. Moi, j'étais dans un lycée à Tours il y a 2 semaines et la vigueur, l'envie, la motivation de cette jeunesse fait plaisir à voir. Mais beaucoup d'entreprises aussi, à la faveur de l'éducation, à la faveur on va dire, de la prise de conscience de toutes ces inégalités, ont compris des choses qui étaient acceptables et tolérables il y a quelques années. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. D'abord parce qu'il y a une conscientisation de ce qui est injuste, parce que je voudrais quand même insister sur une chose. Ça n'est pas la diversité ou la parité qui crée des tensions. Ce qui crée des tensions, c'est l'injustice. Bien sûr. Et si le gouvernement Trump pense qu'en excluant, parce que quand on n'inclut pas, on exclut, qu'en excluant, il va créer de la paix, je pense qu'il se trouve lourdement. Nous sommes d'accord. Quelques mots, l'accélération, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut continuer à miser sur l'éducation, parce que plus tôt vous sensibilisez les jeunes filles et les jeunes hommes aux injustices d'être discriminés, humiliés, rejetés du fait de votre genre ou de votre orientation sexuelle ou de votre couleur de peau, plus vous éduquez tôt, plus on avance. Nelson Mandela disait qu'on ne naît pas on n'est pas raciste ou sexiste, et donc on peut apprendre à accueillir et accepter l'autre. Première chose. Deuxième chose, la sensibilisation. Tout le monde n'exclut pas volontairement. Donc, si les entreprises continuent de sensibiliser, en s'intéressant à leur activité, à leur cœur de métier, je pense qu'on progressera. Et puis enfin, de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur les uns des autres. Il y a suffisamment de dangers à l'extérieur sans qu'on en crée à l'intérieur. Donc, travailler ensemble, donner des moyens légaux. La loi est importante. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous fera progresser. Bon, bah écoutez, c'est comme d'habitude, quand on vous entend, il y a toujours cet enthousiasme très positif que je partage totalement et dont je vous remercie, parce que c'est un témoignage où on sent à la fois votre conviction, votre sincérité, vous, et à la fois votre confiance finalement, votre optimisme par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. J'ai confiance en l'avenir. Derrière toutes les crises, il y a des opportunités. Merci pour tout ça, Elisabeth. Merci bien.